Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, en mini-tournée africaine. Première étape de ce périple, la Guinée les 7 et 8 avril, ensuite la Côte d'Ivoire, avant de terminer par le Sénégal pour une visite de 2 jours, les 12 et 13 avril 2019. Une tournée qui intervient 2 mois seulement après que le président égyptien a été porté par ses pairs à la présidence tournante de l'Union africaine en février dernier, en succédant au président plutôt rwandais Paul Kagame. Qu'est-ce qui explique cette tournée africaine? Quels en sont les enjeux? L'Égypte cherche-t-elle à se positionner sur la scène africaine? Et bien, pour en débattre, 2 invités avec moi sur ce plateau. Alpha Wali Diallo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Abdoulaye, tout le plaisir est pour moi. Alors, vous êtes spécialiste en relations internationales. Avec nous également sur ce plateau, professeur Babacar Samba, enseignant, chercheur au département d'arabe, mais également ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte. Merci, professeur, d'être avec nous. Merci beaucoup de votre invitation. Alors, le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, a mis une tournée africaine en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, et puis au Sénégal pour 2 jours. Professeur, qu'est-ce qui explique, selon vous, le choix de ces 3 pays d'Afrique subsaharienne? Je pense que l'Égypte a été, dans les années 60, sous Gamal Abdel Nasser, très attachée à l'Afrique et qu'il y avait vraiment des associations africaines au Caire. Tous les mouvements de libération nationale étaient accueillis au Caire et soutenus. Donc, vous savez bien que Gamal Abdel Nasser était avec Sékou Touré et Kwame Nkrumah depuis ce qu'on appelle la première conférence des peuples africains et puis la conférence des États africains en 1957-58. Mais depuis, donc l'Égypte a perdu un peu. Donc, son influence en Afrique. Sadat ne s'intéressait pas beaucoup, mais on voit que Sisi maintenant veut relancer parce qu'effectivement, il est président de l'Union africaine en exercice et que pour entrer en Afrique de l'Ouest, bien entendu, il a bien fait le choix. La Guinée, la Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal. Bien entendu qu'il y a des relations très anciennes et très civiles entre le Sénégal et l'Égypte, sur le plan culturel, culturo-religieux, j'allais dire, sur le plan économique et même sur le plan politique, il y a une bonne coordination entre l'Égypte et le Sénégal, par exemple sur le problème palestinien ou sur les dossiers africains, il y a toujours des consultations réciproques et bilatérales entre les 2 pays. Alors, Alpha Wali Diallo, c'est vrai qu'en Guinée-Conakry, je pense que c'est la première fois qu'un président égyptien, depuis en tout cas 1965, effectue une visite à Conakry. Une visite qui intervient, on l'a dit tantôt, à l'entame de cette émission, 2 mois seulement après qu'Al-Sisi a été porté par ses pairs à la tête de l'institution panafricaine. C'était en février dernier, en succédant au président rwandais Paul Kagame. Quels sont véritablement les enjeux de cette tournée d'Abdel Fattah al-Sisi? Oui, en fait, c'est comme l'a dit le professeur Sam, bon, il faut contextualiser, hein. Parce que l'Égypte de Gamal Abdel Nasser a eu d'excellents rapports avec les pères fondateurs. Senghor, Kwame Nkrumah, Houphouët-Boigny. C'est à peu près comme la Chine. On appartenait au mouvement des non-alignés, au peuple qui se battait pour une émancipation et tout ça. C'est resté. Il y a des relations qui se sont tissées et aussi l'appartenance aussi à la Ligue arabe qui a été créée pour contrecarrer un tout petit peu l'émergence de l'Arabie saoudite dans le cadre de l'OCI. Et le choix de la Guinée, c'est tout à fait normal parce que depuis 1965, il n'y a eu aucun président égyptien qui est allé en Guinée, mais il faut voir, les Égyptiens sont présents à Conakry. Ne serait-ce que du fait du soutien qu'a reçu Ahmed Sékou Touré après son nom.
c'est-à-dire les forces progressistes africaines ont été de son côté. Mais il faut voir aussi que la visite de Sisi, en fait, l'Égypte est en Afrique. Mais géopolitiquement, l'Égypte appartient au Proche et au Moyen-Orient. Donc actuellement, Sisi, l'Égypte n'a jamais joué de carte africaine en dehors des négociations commerciales le volet dans le cadre de l'OMC. Mais c'est-à-dire sur le plan du positionnement géopolitique, géostratégique, l'Égypte regarde de l'autre côté. N'oubliez pas que l'Égypte avait créé une république arabe unie avec la Syrie. Alpha, là, vous parlez, c'est vrai qu'elle est sous le prisme d'un pays arabe, panarabe, comme on le dit, mais on a vu au lendemain de son élection, mais au lendemain de son élection à la présidente de l'Union africaine, il a proposé à ses voisins africains d'Afrique subsaharienne un vaste programme de coopération. C'est tout à fait normal. Je venais dans ce cas-là. L'Égypte, et puis, a entériné le protocole de la zone de libre-échange. C'est-à-dire il faut continuer l'œuvre de Kagame. Et Sisi, aujourd'hui, oui, ne serait-ce que pour ce volet commerce, veut se positionner en leader parce qu'au niveau des négociations commerciales dans le cadre de l'OMC, il faut une bonne articulation et de l'Égypte et de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire les grands producteurs, pour que l'Afrique ait une position à même de contrebalancer les positions américaines et européennes. Donc il faut voir la visite de Sisi dans cette partie, dans une prisme, en fait sous un prisme un tout petit peu commercial, économique, investissement. Alors, professeur, c'est vrai qu'il est considéré comme la première puissance militaire du continent, mais vu également sous le prisme, tantôt je le disais, d'États arabes, comment l'Égypte parviendra-t-il à asseoir une influence sur le continent? Oui, je pense que l'Égypte a essayé de chercher des marchés, parce que c'est un pays quand même, sur le plan industriel, qui est très développé. Il y a beaucoup d'industries délocalisées donc, en Égypte, et ils produisent beaucoup de biens industriels, biens d'équipement, et il y a même l'armée qui est véritablement, à mon avis, donc le fer de lance de l'industrie égyptienne. Et vous voyez d'ailleurs ici pas mal de choses qui viennent d'Égypte, et que l'Afrique c'est un marché. L'Égypte, à l'instar de l'Inde, de la Chine, comme le Maroc, bon, c'est des pays qui veulent véritablement avoir une présence beaucoup plus accrue en Afrique pour pouvoir influencer sur le plan géopolitique d'abord, et coopérer de façon bilatérale et régionale avec surtout l'Afrique de l'Ouest. Mais l'Égypte a aussi une influence sur la culture arabo-islamique très ancienne, parce que tous nos arabisants sont formés, la plupart, en Égypte. Donc il y a depuis les années 60-70, il y a même quelques médecins, quelques ingénieurs qui sont formés en Égypte. Ce qui veut dire que l'Égypte cherche à se relancer en Afrique par la porte de l'Afrique de l'Ouest. Et que le président Abdel Fattah el-Sisi, étant bien entendu président de l'exercice de l'Union africaine, ne pouvait pas trouver meilleur que d'aller dans les pays avec lesquels il a l'Égypte a entretenu avec eux des relations très civiles depuis 1960, parce qu'en Guinée, il y a l'université Gamal Abdel Nasser, et ils viennent même d'une faculté qui est sortie, qui vient de nommer Abdel Fattah Sisi. Donc c'est pour vous montrer leur présence quand même en Guinée d'abord, et que là, il y a depuis les années 60 des sociétés Al-Nasr qui fait import-export entre l'Égypte et le Sénégal,
Le Sénégal vend du cuir, vend des sésames, vend beaucoup de sous-produits en Égypte, mais l'Égypte vend des médicaments, vend des jus de fruits, vend du métal, vend beaucoup de choses au Sénégal ou aux pays africains. Donc la balance commerciale est largement déficitaire pour les pays africains et que l'Égypte sait qu'il y a un marché là et qu'ils ont une main-d'œuvre très à bon marché. Et donc c'est pourquoi beaucoup d'Européens délocalisent leur industrie au niveau de l'Égypte. Et l'Égypte va à son tour essayer de pénétrer le grand marché africain. Alors, le mandat finalement de l'Égypte à la tête de l'organisation panafricaine, une opportunité de business pour ces entreprises égyptiennes qui sont à la recherche de nouveaux horizons. Attention, vous savez, si vous prenez les 500 premières entreprises africaines, les top 20, vous trouverez au moins 6 à 7 multinationales égyptiennes. C'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest n'a jamais été vue sous le prisme d'un marché par les Égyptiens. Il y a un repositionnement. L'Afrique de l'Ouest est en train de prendre de l'ampleur parce que si vous prenez les 4 blocs économiques de l'Afrique, la SADC, c'est-à-dire le bloc ouest-africain est le bloc le plus stable. On a des soubresauts au Mali, mais en termes de stabilité pour attirer des investissements directs étrangers, l'Afrique, la CEDEAO a un avantage. C'est ce qui explique la venue des uns et des autres. Maintenant, pour parler de l'Égypte, l'Égypte se trouve dans la même position que le Maroc. Ce sont des puissances africaines qui, à un moment donné, ne commerçaient qu'avec l'Europe et l'Asie. Ces marchés, maintenant, se sont bloqués. Le seul espace commercial où on peut faire des projections sur 10 ans, 20 ans, c'est l'Afrique. Donc vous pensez que ceci explique cette volonté d'Al-Sisi de vouloir faire accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale? C'est-à-dire sous son mandat, nous devrons assister à une mise en application des accords de la zone de libre-échange qui va dans un premier temps par l'abolition des tarifs douanières. Et ça offre des perspectives. Hein. Et puis oui, c'est une puissance économique de l'Afrique qui va tirer le projet vers le haut. Il faut rappeler que l'Égypte, vous savez, l'Afrique et l'Égypte, l'ensemble des continents africains avaient soutenu l'Égypte quand il y a eu la guerre de 1973 parce qu'il y avait un pays africain qui était agressé. Et donc, vous voyez les résolutions de l'ONU, de l'OIA à l'époque. Donc, ils ont appelé même à tous les pays africains à rompre leurs relations diplomatiques avec Israël, à l'exception de l'Afrique du Sud, de Lesotho, les pays satellites d'Afrique du Sud. Donc, l'ensemble des pays africains avaient rompu leurs relations diplomatiques, consulaires, économiques avec Israël pour soutenir l'Égypte. C'est le début d'une véritable pénétration de l'Égypte en Afrique. Et qu'est-ce qu'il peut apporter ou qu'est-ce qu'il peut tirer profit en Afrique? Ça, je pense que sur le plan économique, je disais tantôt que l'Égypte, c'est un pays à bon marché, hein? Vraiment. Avec leur monnaie intérieure. Si je vous dis, par exemple, un kilo d'orange, ça coûte au Sénégal donc 1200 francs. En Égypte, ça coûte 65 francs hein, sur place. Et qu'ils ont développé une agriculture irriguée. Ils ont donc des industries, des biens. Et ils pensent qu'ils peuvent concurrencer maintenant certaines puissances comme l'Afrique du Sud, aussi bien dans l'Est et dans l'Ouest du continent. Parce que le projet de Sarkozy qui était de réunir les pays de la Méditerranée, sud et les pays maghrébins et le nord de la Méditerranée avait échoué. L'Algérie avait refusé. Et donc la Libye de Kadhafi avait refusé. Donc
Ce qui fait qu'il n'y avait que le marché de l'État du Maghreb, ce qu'on appelle Union du Maghreb arabe. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'il y a tellement de blocages entre l'Algérie, le Maroc sur la question du Sahara, entre l'Égypte, la Tunisie à l'époque. C'est pourquoi maintenant, je crois que bien que l'Égypte abrite depuis 1945 le siège de la Ligue des États arabes, l'Égypte se veut toujours une double identité. Une identité arabe, et arabo-islamique et une identité arabo-africaine. Ça a été toujours la politique officielle de l'Égypte. Et que c'est marché sous l'ère Hosni Moubarak, c'est voilà, c'est Al-Sisi qui a relancé cette voilà, dynamique. Voilà, c'est Al-Sisi qui a relancé, parce qu'effectivement, à part aller, il est venu au Sénégal quand même, Hosni Moubarak, je crois qu'en 2010, était invité à la fête de l'indépendance. Hein? Donc je pense que l'Égypte a toujours voulu... La politique étrangère africaine de l'Égypte n'a pas bien marché, n'a pas été bien huilée sous le régime d'Hosni Moubarak. Non, non, ça n'a pas beaucoup marché parce que Moubarak, vous savez, c'est comme El-Sisi, hein, il ne voyageait pas beaucoup, il ne sortait pas beaucoup, sauf aller aux États-Unis ou dans les pays avec lesquels l'Égypte entretenait de bonnes relations. El-Sisi aussi, ses sorties sont très rares. Hein? Donc le fait qu'il vienne en Afrique, pour moi, c'est une première depuis la période nassérienne, le périple de Nasser en 1965, et que donc c'est une relance pour ouvrir les marchés africains et venir avec... Parce que tout ce que les Sénégalais et Africains amènent de Dubaï, je peux vous dire, à part le Pakistan, c'est des marchandises qui viennent d'Égypte. C'est un marché libre et qu'ils veulent maintenant venir directement en Afrique. Mais sur le plan politique aussi, vous savez, l'Égypte, quand même, c'est une diplomatie très connue. Et que aussi sur le plan de la sécurité, c'est l'armée la plus forte presque du continent africain. Donc, il y a beaucoup d'offres que l'Égypte peut faire. Et deuxièmement, vous avez aussi l'université francophone à Alexandrie, qui est un lien entre Senghor et l'Égypte, et que, bon, l'Égypte, vous connaissez Boutros Ghali, qui était véritablement un francophone. C'est pourquoi ce n'est pas du tout étonnant de voir que l'Égypte ait choisi des pays africains francophones et surtout des pays de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est une porte pour s'ouvrir vers la SADC par la suite. Alors, sur le plan politique, Alpha Wali Diallo, comment appréciez vos relations institutionnelles entre l'Égypte et l'Afrique subsaharienne? Oui, bon, parce que aussi, il faut analyser la politique étrangère de l'Égypte en Afrique. Vous savez, ces derniers temps, les Égyptiens ont un gros problème avec l'Éthiopie. C'est à propos du débit du Nil. Et je crois même le problème est au niveau des instances internationales d'arbitrage. Et en fait, ce que les Égyptiens veulent, c'est un tout petit peu impossible. Ça dérange les Égyptiens. Et à un haut niveau, on a frôlé des moments de tension. Mais au niveau des chefs d'État, ils ont réussi à adoucir les positions des uns et des autres. Et ils sont en train un tout petit peu d'attendre l'arbitrage de la haie. Et l'Égypte va saisir cette opportunité parce que quand même, il faut avoir des alliés. Quand il y a, oui, l'Égypte ne sait jamais, sans aujourd'hui la nécessité que par rapport à ce problème de l'eau, du débit du Nil, doit avoir des alliés africains pour qu'on puisse... Mais comme le problème c'est avec un pays qui a le siège de l'Union africaine, qui a un poids
dans l'histoire africaine. L'Éthiopie, c'est pas... La participation également de l'Égypte dans le budget de l'Union africaine est non négligeable, non? Non, je ne dis pas, je ne suis pas en train... Je vous ai dit que c'est un champion africain, l'Égypte. Mais il faut se rendre à l'évidence que l'Égypte n'a jamais eu de politique étrangère destinée à l'Afrique. C'est-à-dire, vous étiez en train de dire pourquoi sous Hosni Moubarak, parce qu'il y a eu un shift géopolitique. On a pris l'Égypte de ses racines africaines pour l'attacher géopolitiquement au Proche et au Moyen-Orient. Et quand il y a eu les accords de David, ça s'est accentué. L'Égypte regarde de l'autre côté. Il a fallu qu'il y ait le printemps qui a permis à Morsi d'accéder au pouvoir, qu'il y ait eu tous ces remue-ménages qu'au niveau de l'opinion publique africaine, parce que Morsi a été élu démocratiquement. On a vu ce qui s'est passé. Il y a eu une incompréhension de la part de l'opinion publique africaine par rapport à ce qui s'est passé en Égypte, qui était adoublé par les Occidentaux et que nous, qu'on percevait pas très bien. Parce qu'on ne comprenait pas qu'un gouvernement qui était élu démocratiquement du jour au lendemain, qu'on pose des problèmes de sécurité, à faire tomber le chef d'État, à le traduire en justice. Donc il y a cette façon de voir de l'opinion publique africaine qui ne colle pas avec la réalité géopolitique de l'Égypte, qui est sous la coupe, quoi qu'on dise, des Américains. Abdel Fattah à l'aller, il est passé en Guinée pour aller aux États-Unis. C'était une réunion extrêmement importante où il devait rendre compte par rapport à la position de l'OCI, par rapport au Golan. Et il en a profité pour faire une tournée africaine. Il ne s'est pas levé pour faire une tournée africaine. C'est au détour du règlement d'un problème géopolitique international. Et donc, je dis, il faut voir cette visite sous l'angle du commerce, trade. Parce que, oui, l'Égypte a besoin de marché et la zone de libre-échange africaine lui offre vraiment les portes grandes. Alors, très rapidement, finalement, la plus-value que l'Égypte pourrait apporter dans le commerce intra-régional, parce que vous avez développé tout à l'heure les formes de coopération possibles entre l'Égypte et surtout ses voisins d'Afrique subsaharienne, la plus-value concrètement à court terme que l'Égypte pourrait apporter dans la mise en œuvre de l'intégration économique africaine. Oui, je pense que comme toute l'Afrique, donc dans ce XXIe siècle, s'oriente surtout vers l'industrialisation et surtout la valorisation de nos produits agricoles. Et l'Égypte, c'est un pays qui est véritablement en avance. C'est-à-dire que quand on voit la culture irriguée avec le Nil dont il parlait, le Soudan, comme on dit. Et donc l'Égypte ne produisait pas de mangue. Ça a commencé, vous savez, en 1991. C'est l'Égypte qui nous vend maintenant jus de mangue au Sénégal. Ils transforment leur production, la culture irriguée. Il y avait même quand j'étais là-bas, quelques ingénieurs qu'on avait envoyés ici pour aider le Sénégal dans la région du fleuve pour la culture irriguée. Ils sont très en avant, ça date de Napoléon Bonaparte. Quand il est parti là, entre 1798 et donc 1801, la modernisation de l'Égypte avec Mohamed Ali, c'est le premier pays du monde arabe ou même de l'Afrique à avoir des équipements, infrastructures maritimes. L'Égypte construit ses propres bateaux, construit ses propres wagons le rail et tout. Donc là, ils sont vraiment en avance. Et tout ce qui est aussi agriculture, la transformation, et ils sont vraiment en avance là-dessus. Je crois que pourrait effectivement aider les pays africains dans ce sens, et les pays africains, surtout le Sénégal, qui veulent vraiment passer à la phase d'industrialisation,
Regardez, M. Diallo, nous, on importe tout. On ne fabrique rien chez nous. Quand tu vois tous les biens, l'argent qu'on dépense pour importer, Abdoulaye Wade avait commencé ça avec les Indiens, les Pakistanais, les Chinois. Mais bon, c'est vrai que ça n'a pas été peut-être jusqu'au bout, mais je crois que la coopération sud-sud, parce qu'on a beaucoup de similitudes au niveau macroéconomique, qui nous pourrons, en tout cas les pays africains pourront en profiter, comme l'Égypte pourrait profiter de toutes les matières premières qu'il est obligé d'acheter en Europe ou ailleurs, l'acheter directement avec les pays africains. Merci donc, merci professeur Babacar Samb, ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte, enseignant-chercheur au département d'arabe de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Avec nous également Alpha Wali Diallo, spécialiste en relations internationales. Toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau de Médian TV Afrique. C'est fini pour ce numéro de Talk Afrique. Merci également à vous d'avoir été de notre grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet de Médian TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.